Surprenante, improbable, décapante. Une animatrice hors norme, aussi percutante que l'actualité. Karima Brick. Alors, on va poursuivre maintenant. On est à 2 semaines du 1er juillet. On sait qu'il y a plusieurs familles qui angoissent en ce moment là, de se retrouver sans logis dans quelques jours. Il y a une crise du logement. On sait que le taux d'inoccupation des logements dans certaines villes, c'est vraiment un taux catastrophique. Il n'y a pas beaucoup d'options. Il y a eu des changements au cours des derniers mois aussi là, sur les lois. On va regarder tout ça. Et donc, en plus des familles aussi, on peut dire que toutes les personnes qui vivent avec des problèmes de santé mentale, de toxicomanie, qui risquent l'ostracisation dans leur propre ville. Et année après année, on a l'impression que est-ce que finalement ça c'est en train de s'empirer? Ben, on va en discuter avec Cédric Dussault, qui est porte-parole et coordonnateur du regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec, pour nous donner le portrait de la situation actuelle. Cédric, Monsieur Dussault, bonjour. Bonjour, Madame Brick. Oui, c'est un peu inquiétant parce qu'il y a beaucoup de familles qui sont dans l'angoisse en ce moment. Pouvez-vous nous dire là, globalement, après ça, on va aller un petit peu plus dans les détails, là, mais cette année, est-ce que c'est une année qui est particulièrement difficile? Oui, malheureusement, je pense qu'on se répète d'année en année, mais à chaque année, on dit que c'est pire que l'année précédente, puis cette année, ça fait pas exception. Donc oui, cette année, là, il y a un nombre record de demandes d'aide aux différents services d'aide des offices municipaux d'habitation, des différentes municipalités. Donc, puis faut comprendre, c'est partout au Québec, là. Dans les dernières années, là, ce qui est particulièrement frappant, c'est l'explosion là, de toutes les problématiques qui sont liées au logement dans l'ensemble de la province. OK. Et justement, on va regarder parce que je voyais, il y avait des cas, par exemple, à Rimouski, il y avait une centaine de ménages qui se retrouvent là comme ça face à l'incertitude. Ils savent pas, est-ce que on va avoir un toit sur la tête au 1er juillet? Même chose côté Trois-Rivières. On voit à Montréal aussi ce qui se passe. Donc, vous, ce que vous entendez là, sur le terrain de ces familles-là, qu'est-ce qu'ils vous disent? C'est quoi le principal problème en ce moment comment se fait-il qu'ils ne trouvent pas de logement? Ben en fait, c'est que il a été 26 son logement parce que la plupart du temps, les gens dans le contexte actuel ne déménagent pas volontairement. Les gens ont tendance à rester dans leur logement parce que justement, il y a un manque de disponibilité, mais il y a aussi le fait que quand on déménage, ce qu'on va trouver sur le marché, c'est les loyers sont très, très élevés. Donc, les gens vont pas nécessairement déménager. Donc, quand les gens déménagent, c'est souvent de façon involontaire parce qu'ils sont évincés. Donc, ça, c'est une chose. Il y a eu une augmentation là, très, très importante du nombre d'évictions, du nombre de reprises de logements de mauvaise foi dans les dernières années. Donc, évidemment, ça en soi, ça met beaucoup de gens à la rue. Ensuite, c'est que une fois, comme je le disais, quand les gens veulent chercher un logement, ils trouvent rien de convenable ou rien d'abordable là, en fonction de leurs revenus. Donc, il y a cette difficulté-là aussi. L'autre chose, c'est qu'il y a aussi un contexte qui favorise énormément la discrimination. Les gens qui sont évincés, souvent, ça va être des gens qui sont à plus faible revenu parce qu'ils payaient un loyer qui était moins élevé. Les propriétaires, les spéculateurs immobiliers vont chercher à évincer en premier lieu ces gens-là. Donc, quand ces gens-là se retrouvent sans logement, soit ils vont rien trouver qui corresponde à leurs moyens, ou même quand ils essaient de trouver quelque chose tout en faisant des sacrifices énormes là, pour payer un loyer plus cher, ben même là, l'accès au logement est très, très difficile parce que il y a énormément de discrimination. Il y a de la discrimination ouverte là, qui se produit là, depuis plusieurs années. Donc, il y a un contexte qui fait en sorte là, qu'il y a énormément de gens qui ont de la difficulté à se trouver un logement à l'heure actuelle. Non, vous avez parlé justement de ces expulsions, c'est assez édifiant quand on regarde les chiffres, là, c'est assez fou. Plus de 150% là, d'augmentation en un an. Il y a une étude de Statistique Canada en avril 2024 là, qui montre que 3% des locataires canadiens, justement, ont vécu ça, une expulsion de leur appartement en 2023. Ça fait beaucoup de ménages. On est à près de 45 000. Vous avez parlé de la situation aussi de ces personnes qui sont plus vulnérables, qui payaient des loyers disons, plus modiques. Donc, pour ces personnes-là, par exemple, qui se retrouvent là, du jour au lendemain sans logement, qu'est-ce qui arrive avec eux dans une semaine?
Malheureusement, là, on ne sait pas ce qui va arriver avec ces personnes-là. Dans beaucoup de cas, ça va être des gens qui vont se retrouver soit à la rue, soit qui vont être dans des situations d'hébergement temporaire. Il y a déjà beaucoup de gens qui sont dans cette situation-là. Là. Même avant le 1er juillet, il y a beaucoup de gens qui sont déjà soit en situation d'itinérance parce qu'ils ont été évincés d'un logement, ou soit qui sont hébergés par des services d'urgence ou ils sont hébergés par des proches. Là, avec le 1er juillet qui arrive, comme il y a déjà énormément de gens qui sont hébergés par les services d'urgence et qui sont à la rue, cette année, on le sait que ce sera vraiment pas évident, là. Les ressources débordent déjà et puis, comme je le disais, il y a une rareté des logements, il y a une inabordabilité surtout des logements qui fait en sorte que les gens qui vont se retrouver sans logement le 1er juillet, s'ils n'ont pas déjà trouvé, là, ça va être très difficile de trouver quelque chose. Oui, c'est ça. Vous parlez de cette fameuse crise du logement. C'est pas juste un mot, là. C'est pas juste un slogan. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on constate sur le terrain. Et vous avez parlé également de ces refuges. J'écoutais, il y avait la mairesse de Longueuil, Madame Fournier, qui disait, écoutez, là, pour certains refuges, c'est plein maintenant. Ils ne peuvent pas accueillir davantage. On a vu des campements, notamment à Longueuil, mais pas seulement, des tentes, des gens qui se retrouvent à vivre dans des tentes. C'est tout à fait indécent. Et en même temps, les ressources sont pas illimitées. Donc, les gens essaient de faire ce qu'ils peuvent. Ils disent où est-ce qu'on peut essayer de les loger. Ça reste assez compliqué. Il y a François Legault aussi qui était en entrevue avec Patrice Roy qui disait aussi la question de l'immigration temporaire, que ça, lui, il attribuait aussi, là, il y a eu une hausse très, très marquée au cours des 2 dernières années. Il y avait, donc ça contribue, ce n'est pas uniquement, il y a pas eu assez de construction de logements, mais lui a dit que c'était une des causes aussi de cette crise du logement. Est-ce que vous avez observé aussi un changement, j'allais dire, dans la clientèle, c'est-à-dire des profils différents, et là, des gens avec des vulnérabilités, on veut les loger, on veut aider ces gens-là, on peut pas laisser les gens comme ça être, disons, mal accueillis, être dans la rue. Qu'est-ce que vous constatez? Parlez-moi de cette clientèle aujourd'hui, là. J'aime pas le mot clientèle, là, mais les gens qui sont dans le besoin aujourd'hui, est-ce que le portrait change? Est-ce qu'il y a de plus en plus de gens qui se retrouvent dans cette situation de ne pas être capable de payer le loyer ou d'être évincés? Oui. Pour répondre à votre question, je vais commencer par la première partie de votre question parce que, en fait, lundi dernier, ce lundi, là, c'est-à-dire hier, il y a l'IRIS, qui est un institut de recherche, qui a publié un rapport, puis on apprend dans ce rapport-là que de 2001 à 2021, la construction de nouvelles unités de logement a suivi et même dépassé l'accroissement du nombre de ménages. Donc, on simplifie souvent la question de la crise du logement à une question d'offre et de demande générale, puis à une question de démographie. L'immigration. Ouais. Mais ça, vous avez parlé depuis le début des années 2000. Oui, c'est ça. Mais depuis début des années 2000, moi, je vous parle des 2 dernières années, puis vous me dites que cette année, ça a explosé. Donc, j'essaie juste de comprendre qu'est-ce qu'on peut faire, puis voilà. Oui. La crise du logement qu'on vit à l'heure actuelle, elle est bien implantée depuis plusieurs années. Je vous dirais là que la crise du logement actuellement là, elle prend ses sources dans les années 90 et au début des années 2000. Donc, c'est parce qu'on a eu des politiques catastrophiques tant au Canada qu'au Québec en matière de logement. On a désinvesti dans le logement social, on a laissé le marché privé aller vers la spéculation. Donc, le marché privé ne répond pas aux besoins pour les personnes qui sont à plus faible revenu depuis très longtemps déjà. Mais pour répondre à la deuxième partie de votre question, quand vous demandez si on observe un changement dans le portrait des gens qui ont de la difficulté à trouver un logement, c'est sûr que au cours, je vous dirais, là, depuis 3, 4, 5 ans, ce qu'on voit de plus en plus, c'est des gens qui occupent un emploi à temps plein, mais qui se retrouvent sans logement. Il y a même des ménages dont les deux parents, par exemple, quand on parle de ménage avec enfants, travaillent à temps plein, se retrouvent sans logement. Pour différentes raisons.
Il y a premièrement le fait que, ben oui, Mais je veux juste, je veux juste revenir vraiment sur le terrain aussi parce que ouais, je comprends, puis c'est multifactoriel, ça, on l'entend bien. ouais. Puis je pense qu'effectivement, la construction de logements, les politiques qu'on a pu avoir, notamment sur le logement social, ça a un impact aujourd'hui. Mais quand je vous posais cette question-là, c'était aussi de se demander, justement, il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'aide en ce moment, puis qu'est-ce qu'on peut faire dans une situation qui est d'urgence en ce moment, quand on voit que les refuges sont vraiment sont pleins en plusieurs endroits, quand je vous parlais notamment de ce qui se passait, la situation qui est difficile du côté de Longueuil notamment. Ça pourrait être quoi là, les solutions à moyen terme pour vous, pour les familles, là, le 1er juillet, c'est demain matin là, Ouais. pratiquement. Donc, quelles sont les solutions pour vous, les Ben, c'est avenues sûr. à envisager pour la suite? Ben, c'est sûr qu'à court terme, en termes de mesures d'urgence, il faudrait avoir beaucoup plus de ressources, beaucoup plus d'argent pour les mesures d'urgence parce que là, il y a déjà énormément de gens dans la rue. Le 1er juillet, il va y avoir encore plus de gens dans la rue. Les ressources débordent déjà, vous l'avez dit. À plus moyen terme, je dirais qu'il faut vraiment s'attaquer à la question de l'explosion des loyers puis des évictions aussi. Parce que là, on assiste à différentes annonces, là, puis on recycle beaucoup d'annonces, là, mais on assiste à différentes annonces dans la construction de logements là, dans les dernières semaines. Le problème, c'est que on n'arrivera certainement pas à construire aussi vite qu'on perd des logements. Parce que quand il y a des gens qui sont évincés, on perd automatiquement un logement qui est abordable. Les gens sont évincés parce qu'ils payent un loyer qui n'est pas assez élevé au goût des propriétaires ou des investisseurs. Et le but avoué, c'est d'augmenter le loyer. Donc, c'est ça qui nuit énormément à l'abordabilité puis à l'accessibilité du parc locatif au Québec depuis plusieurs années. Oui, Donc, puis il ici, ça faut aussi, j'imagine que l'augmentation aussi de ces fameuses évictions, c'est la question du marché, c'est qu'il y a une demande aussi qui est très forte. Donc, il y a des propriétaires qui ont intérêt aussi, qui se disent, bon, ben là, ça n'a pas de sens que ce loyer-là soit 700 $, il pourrait être 1400 $ ou peu importe, là, vous voyez. Donc, ouais, ça crée aussi cette pression-là. Est-ce que vous diriez que le projet de loi 31, projet de loi 31 contre la cession de bail, est-ce que ça a fait mal pour oui. justement les locataires? Oui, ça fait mal parce que en termes d'accessibilité de logement, il y a certains locataires qui avaient accès à un logement uniquement avec la cession de bail. Quand je parlais de la discrimination qui est probablement la plus prévalente à l'heure actuelle, c'est la discrimination envers les personnes qui ont des enfants. Donc, il y a des familles qui se retrouvent sans logement, qui, premièrement, qui soit sont discriminées ou soit ne trouvent pas de logement qui corresponde à leurs besoins, qui est assez grand ou qui est assez grand et abordable. Donc, Oui, manque de chambres, c'est pas abordable. Donc, il y a des c'est ça. propriétaires qui veulent pas non plus, parce que souvent, les familles, c'est plus stable, ça va rester là plus longtemps. Puis, alors que quand vous avez, je sais pas, des jeunes colocs, locataires, étudiants, sont là pendant 1 an, ils partent, on remonte le loyer 1 année ou 2 ans après. Il y a cet enjeu-là Ouais. aussi, là. Oui, effectivement. C'est que les propriétaires vont toujours aimer qu'il y ait un roulement de locataires. C'est beaucoup plus intéressant pour des propriétaires d'avoir des étudiants, des étudiantes qui sont colocataires, par exemple, qu'une petite famille, parce qu'il va avoir un roulement beaucoup plus important, puis ça va être facile d'augmenter les loyers. Cela étant dit, évidemment, il y a des grosses problématiques à l'heure actuelle de logement étudiant aussi. Mais c'est parce que de façon globale, on n'a pas prévu dans les politiques dans les dernières décennies comment loger toutes ces personnes. Puis quand vous dites par exemple qu'il y a une augmentation là, de la demande, ce qu'on remarque aussi, c'est que quand on construit des nouvelles unités dont les loyers sont plus chers, ces logements-là vont rester inoccupés plus longtemps. À Montréal, par exemple, il y a un taux d'inoccupation qui est plus élevé que dans le reste du Québec. C'est notamment parce qu'on a des unités qui correspondent pas aux besoins parce que soit elles sont trop petites ou soit le logement est très élevé.
mais c'est ça qui est le plus payant pour le marché privé à construire. Donc, il y a pas un manque de disponibilité pour ces unités-là. Le manque de disponibilité est vraiment dans les logements qui sont plus adaptés puis les logements qui sont plus abordables. Cédric Dussault, le temps nous presse. Donc, en quelques mots, il y a eu beaucoup de critiques aussi envers la ministre Duranceau, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Qu'est-ce que vous auriez à lui dire aujourd'hui, justement, là, vous qui êtes en contact avec les gens sur le terrain? Est-ce qu'il y aurait des choses à faire en quelques mots, là, s'il y avait un message c'est ça, si vous aviez un message à lui adresser, ça serait lequel? Ben écoutez, nous, notre regroupement, je dois dire qu'on a demandé la démission de la ministre Duranceau parce que malheureusement, justement, j'aimerais bien ça pouvoir lui parler, mais il y a pas eu de dialogue du tout. Les demandes de rencontre avec la ministre de l'Habitation, de notre côté, il n'y a même pas eu de réponse à nos demandes de rencontre depuis qu'elle a été en poste. Donc, malheureusement, comme il n'y a pas de dialogue et comme on pense qu'il y a un manque d'écoute des locataires, on pense vraiment que cette personne-là doit partir. Et le gouvernement de la CAQ doit vraiment prendre au sérieux la question de la crise du logement. Là, c'est une crise que ce gouvernement-là a nié pendant des années avant de le reconnaître du bout des lèvres. Là, maintenant, là, il faut faire beaucoup plus que ce que la ministre Duranceau a fait dans les dernières années. La ministre Duranceau a plus nui qu'elle a aidé là, à répondre à la détresse des locataires à l'heure actuelle. Donc, je vous dirais que notre message il est plus à l'endroit du premier ministre Legault là, de trouver une personne qui prend vraiment au sérieux cette question-là, puis qui va prendre les mesures pour répondre à la détresse puis aux besoins des locataires. Avez-vous l'impression que, justement, la CAQ a un biais positif ou plutôt en faveur des propriétaires plutôt que des locataires? Oui, clairement. Justement, le fait que ce soit Mme Duranceau qui a été nommée ministre de l'Habitation, c'est un signal assez évident. Mme Duranceau était elle-même issue du milieu de l'immobilier, avait des relations avec des personnes très bien placées, là, haut placées dans le milieu de l'immobilier. Mme Duranceau est une spéculatrice immobilière elle-même. Donc, le simple fait d'avoir nommé cette personne-là, c'est un peu une claque au visage des locataires qui souffrent depuis plusieurs années là, de la crise du logement. Puis les mesures qu'on a mis en place, là, justement, j'ai pas vraiment répondu à votre question. En quelques secondes, parce qu'on va devoir se quitter là-dessus. Le projet de loi 31, c'est quelque chose qui était favorable aux propriétaires, malheureusement, dans un contexte où c'est vraiment les locataires qui souffrent de la crise à l'heure actuelle. Mais en tout cas, on va souhaiter vraiment beaucoup de courage et surtout de trouver une solution, je l'espère, là, pour ces personnes-là qui sont vulnérables. On espère vraiment qu'elles vont se trouver un toit le 1er juillet, un toit qui est abordable. On a une pensée pour toutes les personnes en ce moment là, qui cherchent un logement, qui sont dans une situation qui est difficile. C'est pas simple du tout. Cédric Dussault, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.